bienvenue dans cette vidéo tag, book tag. Et c'est un tag que j'ai emprunté à Flowfly, donc à Floris, coucou Flo, qui a mis un tag qui s'appelle « Et s'il en restait que 10 ?» qu'il avait piqué à une certaine Véronique, et je vous mettrai les liens de la vidéo de Flo et de l'Instagram de cette Véronique qu'ils avaient échangé pour leur dire quels étaient les 10 bouquins qui avaient compté dans la vie d'un lecteur ou d'une lectrice. Donc voici les 10 bouquins qui ont compté dans ma vie de lectrice. Je vais vous les détailler. Alors comme a dit Floris, peut-être qu'il y aura des détails de ma vie dont vous en avez rien à foutre, mais il faut quand même que je les signale. Donc on va les prendre forcément par ordre. Oui, il y a une décoration citrouille. Voilà, il y a une décoration. Je vous la montre. Ah, regardez la jolie décoration citrouille. Ça, c'est le plaid de Hux, le truc bleu là. Voilà, c'est le plaid que je lui mets quand Monsieur Hux se met sur mes genoux parce que, vous savez, les chats qui font. Voilà. Donc, il y a 10 livres qui ont, on va dire, influencé ma vie de lectrice, qui m'ont formée à la lecture. Et à tout seigneur, tout honneur, voilà. Oui. Jules et moi, on est beaux, hein. Oui, on s'en fout. Alors, j'ai sorti Aventure de 3 Russes et de 3 Anglais dans l'Afrique australe parce que, en fait, c'est mon papa qui me le lisait. Alors, et en plus, j'adore, c'est des illustrations. Ouais, on s'en fout. En fait, j'avais adoré parce que il m'avait raconté ça. Et il me racontait ça avec un globe terrestre. Vous savez, les globes qui s'allumaient, les trucs lumineux quand on était petit, et une map monde, une vieille map monde. On a une vieille carte encadrée, un vieux truc. Et il me montrait déjà premièrement les pays où il avait navigué en tant que marin, mais aussi ça. Et il me racontait Jules Verne, et il me racontait le tour du monde en 80 jours, etc. Il me les lisait avant que je ne les lise. Et le premier que j'ai lu, c'est celui-là, enfin que j'ai commencé à lire, parce que j'apprenais à lire. J'avais 3 ans, alors j'ai pas appris sur ça, hein, vous affolez pas, mais non, j'ai appris sur l'équipe. Et voilà, oui, à 3 ans, on apprend sur ce qu'on peut. Mais voilà, j'ai commencé à lire des extraits, et à chaque fois, il me prenait Jules Verne pour que je commence à lire. Donc voilà, Jules Verne est attaché à mon parcours de lectrice, parce que je suis tombée folle amoureuse de Jules Verne, il faut le dire. Et que dès que j'ai su lire couramment, en tous les cas, suffisamment pour tout comprendre, voilà, je me suis attaquée à celui-ci. Et voilà, tiens, celui-là qu'on avait. Et voilà. Et donc j'ai lu, parmi les premiers Jules Verne, j'ai lu, et moi j'ai adoré celui-là. Alors évidemment, Tour du monde, machin, mais j'ai eu une tendresse. Voilà, c'est ce genre de vieilles choses, de vieilles cartes qu'on a encadrées, mais avec tous les pays de l'époque. Hein. Il y en a qui n'existent même plus. Donc voilà. Donc Jules Verne est le premier livre qui a compté pour moi en tant que lectrice. Alors je les mets là, mais je pense que ça va bouger, vous le savez. Deuxième auteur, écrivain, artiste, ce que vous voulez, qui a compté pour moi dans ma vie de lectrice. En vérité, c'est un poème, parce que je suis tombée amoureuse du poème et du poète, sans savoir absolument ce que ça voulait dire. Ah ouais, vous allez voir pourquoi. Arthur Rimbaud numéro 2. Et donc évidemment, poème qui a été révélateur pour moi, c'est celui-ci. Les voyelles. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais on me le disait que A représentait le noir, E le blanc, I le rouge, U le vert et O le bleu. Et donc pour moi, qui apprenait à lire, c'était... Voilà. Alors j'étais un peu plus âgée, j'avais 8 ans, donc je savais déjà quand même bien lire. Je lisais le Club des 5, je lisais des bibliothèques roses et vertes, etc. Je commençais à lire Jules Verne et tout. J'ai commencé avec Jaco le Croquant. Mais voilà, quand j'ai lu la poésie, quand on m'a lu cette poésie, qu'on m'a expliqué ce que c'était, moi j'étais fascinée qu'on puisse, dans un petit court texte comme ça, exprimer tout ça. Voilà. Et Arthur était magnifique, voilà. Et donc, moi, à mes oreilles, c'était beau. Et ensuite, ils m'ont lu Le Dormeur du Val, et là, je suis complètement devenue folle amoureuse. Voilà, c'est un bon ça. Hein, voilà. Mais mon premier coup de cœur absolu de lectrice, ça a été Voyelle, parce que quand je l'ai entendu et après, quand je l'ai lu, dans ma bouche, dans ma façon de prononcer, c'était de la musique. Et quand on apprend à lire et quand on apprend
à jouer avec les mots et à aimer les mots, Arthur Rimbaud. Bon, 3. Alors attention, 3, c'est une entité. 3, c'est les 3 romans, on va dire, champêtres de George Sand. Alors que ce soit La Mare au diable, François le Champi, mais surtout La Petite Fadette. George Sand, parce que quand j'ai commencé à lire George Sand, je vais avoir une dizaine d'années. J'ai commencé avec La Mare au diable parce que ça avait été un gros coup de cœur familial, faut le dire. Et parce qu'on a un rapport avec le Berry dans ma famille, enfin une partie de ma famille, enfin une ramification de branche. Mais enfin, en tous les cas, on a une ramification en Berry, notamment du côté de la Guerche, et c'était des souvenirs de mes arrière-grands-parents, enfin de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère, qui me racontait le Berry, qui me racontait les farfadets, qui me racontait les guérisseuses, qui me racontait toutes ces légendes du Berry. Et j'ai toujours été très attachée à cette contrée, à leurs légendes, à leurs contes oraux, etc. Et donc je trouve ça génial parce que quand je me suis retrouvée à lire George Sand et que j'ai vu ça et qu'elle exprime tout ça et que cette fille qui a un genre de farfadet, qui a des pouvoirs d'une fée, va avoir l'amour d'un garçon humain, mais attire la jalousie, mais ça se fait pas d'être amoureuse quand on est une fille, quoi. Et tout ce côté un peu diable, Dieu, les fées, tout ce genre de folklore, comme certains pourraient l'appeler, du Berry, moi j'adore. Voilà, vraiment, 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 contes et légendes du Berry, j'en ai un. En plus, je connais un auteur qui s'appelle Anne Labbé qui a fait ce genre de livres. J'adore tout ce qui est contes et légendes de région, et le Berry est très cher à mon cœur, en plus du Périgord. Donc voilà, quand j'ai lu, et puis alors George Sand, quand j'ai demandé qui était George Sand, après, en cours de lecture de La Mare au diable, on m'a expliqué sa vie, on m'a expliqué ses mecs, enfin ses amants, et moi je suis là, oh waouh, moi je veux être George Sand. Ok Lisa, tout va bien, voilà. Donc La Petite Fadette, et puis je pense que c'est celui qui m'a le plus bouleversée. J'adore La Mare au diable, j'adore François Champi, mais alors La Petite Fadette, ça m'a... je dis souvent, ça m'a arraché le cœur, il m'a arraché le cœur. Voilà, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Autre, et alors on attaque les gros du roi là, vous allez voir. Autre auteur, enfin écrivain, ce que vous voulez, qui a forgé la lectrice que je suis, Molière. Alors c'est mon vieil exemplaire du Médecin malgré lui, parce que je l'ai fait au théâtre et j'avais un rôle, vous voyez, ça a été surligné. Alors j'étais, vous allez vous moquer, mais j'étais le paysan, Lucas, et j'étais de toutes les scènes, parce que ce bougre de Diablotin, là, donc, qui est l'époux de Catherine, qui se fait un peu tripoter, enfin qui essaye de se démettre du médecin, quoi, et de ce charmant Xanarelle, et en fait, il est tout le temps pas loin, quoi, il est là, toujours à essayer de la tripoter, quoi. Et ça s'appelle Catherine, oui, je crois, je me rappelle plus, et non, c'est peut-être Catherine, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je me rappelle pas. C'est pas mon rôle, alors je vous dis même pas, je crois, de mémoire, c'est peut-être pas ça, mais parce qu'en fait on l'avait lu Martine, pas Catherine, Martine. Et en fait, elle se fait un peu tripoter, enfin, il la poursuit un peu. Et donc, son mari, Lucas, qui est un paysan il est là, toujours dans le coin, mais il est un peu simplé, quoi. Et donc, moi, j'étais le simplet. Voilà. Mais il a été réparti. Et en fait, j'avais fait mon grand accent périgourdin, et donc c'était assez inaudible pour les trucs, mais les gens étaient morts de rire parce que effectivement je prononçais bien, mais avec cet accent là ça renforçait. Puis j'avais l'air d'un bon paysan, j'avais emprunté la tenue des paysans de mon coin là pour faire ça, et il paraît que j'étais formidable. Et oui. Mais Molière, ça a été un grand moment, quoi. C'était en fait Molière, ça a été une révélation dans le théâtre. Alors, j'avais lu Rostand, j'avais vu certaines pièces
qu'on m'avait donné à lire. Mais à peu près vers les 11-12 ans, on m'a donné à lire des pièces comme ça, Rostand, Molière et tout ça. Et Molière est quand même le plus facile à lire, enfin entre guillemets quoi. Et je trouvais que c'était enlevé, c'était drôle, c'était sympathique, c'était, vous voyez, vivant. Et j'étais une grande fan de Louis de Funès, et je pense que c'est ce qui a aussi influencé ma façon de lire. Et bon, bref, et j'aime toujours Molière, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, j'ai une anthologie de Molière qui me pavasse comme ça, et j'adore Molière. Autre livre qui a marqué ma vie de lectrice, peut-être parce que je l'aime toujours autant, que c'est mon livre chéri, absolu, il m'a tout fait vivre ce bouquin. Sur des années, j'ai tout eu. Le romanesque, le romantique, l'évasion, la quête, l'amour, l'amitié, l'énervement, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Bah oui, Alain Fournier, le Grand Moule. Comment voulez-vous que je dise s'il n'en restait que 10 sans lui? Enfin, pour moi, c'est impossible de ne pas parler du Grand Maulne. Voilà, parce que au-delà de l'histoire de Maulne et de François, au-delà de tout ce qui se passe dans ce bouquin, du côté un peu onirique, du côté un peu romanesque, du côté... Je l'ai lu, je suis tombée... je me suis demandé comment on pouvait écrire ce genre de choses, pour vous dire. Et je suis arrivée à un point où j'étais déjà... un auteur pour moi, j'écrivais beaucoup déjà, et je me disais mais c'est pas possible, tu peux pas pondre un truc aussi beau. Voilà. Et je me suis dit plusieurs fois mais j'arriverai jamais à écrire aussi bien, je n'arriverai jamais à atteindre ça. Bon, je pense que je l'ai jamais atteint, mais en tous les cas j'y travaille beaucoup. Voilà, donc mais le Grand Maulne voilà. Autre grand auteur qui a compté dans ma vie, qui compte dans ma vie, qui comptera toute ma vie. Voilà. Il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Et dans ce recueil-là, ce que j'aime, c'est qu'il y en a deux, en fait, si vous voulez. Parce que... il y a les deux... Alors, j'en aime beaucoup, hein, je vous dirais... il y en a plein. Mais il y a des choses que j'aime beaucoup. Et dans celui-là, il y en a deux. Il y a deux des pièces que j'aime le plus. Chez lui, c'est Shakespeare, et je vous montre, c'est Le Marchand de Venise, et dedans, il y en a un que j'adore, qui est Beaucoup de bruit pour rien. Alors j'aime Roméo et Juliette, oui, moi, j'en aime plein, j'aime beaucoup ces pièces politiques, hein, les Henri V, les machins, j'adore, hein. Perso, c'est ma came, hein, les longues pièces, longues comme la vie, sur un roi anglais, c'est vraiment ma came, mais... Je dois avouer que Le Marchand de Venise et Beaucoup de bruit pour rien, moi, la passe d'armes entre Bénédicte et Béatrice dans Beaucoup de bruit pour rien, je trouve ça génial. I love to hate you, quoi, vraiment. Mais voilà, les personnages de Gobbo, de Lancelot dans Le Marchand de Venise. Après avoir lu Molière, à l'école, évidemment en anglais, on faisait Shakespeare. Mais on le faisait à la sauce anglaise, on va dire, à la sauce prof. C'est-à-dire que la prof nous donnait un extrait en anglais, on le travaillait, comme on travaillait le texte à l'école, hein, donc on travaillait, on le traduisait, on essayait de comprendre les ramifications et les sous-entendus que Shakespeare mettait, le contexte historique, tout ce que vous voulez, mais ça c'est l'école. Et j'étais suffisamment bien avancée en anglais, je parlais suffisamment bien anglais pour le lire en VO. Et un jour, il se trouve que, sans vous raconter trop ma vie, mais bon, j'ai vécu longtemps avec un sujet de sa royale majesté, sa gracieuse majesté, qui lui faisait des études de littérature anglaise aussi, notamment, et donc il m'apportait le plus. Voilà. Et j'ai commencé à le lire en anglais. Et je dois avouer que je suis tombée raide dingue. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est l'équivalent. Enfin, c'est l'équivalent. C'était la même sensation que je ressentais quand je lisais Molière. Et je me suis dit, j'adore. Voilà. Donc Shakespeare étant alors je me fous de savoir s'il les a écrits ou non. C'est comme Molière. Je me fous de savoir si c'est lui ou non. C'est la plume. Alors, quelle que soit la plume, mais bon, Shakespeare, c'est Shakespeare. Et alors, Beaucoup de bruit pour rien. Songe d'une nuit d'été. Je
l'adore. Qu'est-ce que j'aime ça. Non, mais j'aime Shakespeare, alors m'énervez pas, c'est bon, maintenant vous le savez. Autre livre, et alors, on est dans la culture anglaise, et ça, c'est grâce à mon grand chéri, qui adorait cet auteur anglais, et qui un jour m'a offert ce livre, dans une version que j'ai en Dordogne, qui est en anglais, donc, mais que je ne pourrais jamais vous montrer, parce qu'elle est dédicacée, avec des petits cartes de partout, donc ça reste très privé. Il m'a acheté ce bouquin, et il m'a dit, j'aimerais que tu le lises, en anglais, donc, et qu'on en parle. Et en fait, j'ai tellement enquêté pendant une demi-heure après la fin de ce livre qu'on en a parlé, je crois, 1 semaine ou 2 semaines après. Et à chaque fois que je me remémorais certaines scènes, je repleurais. Et donc il m'a dit, ouais, bon, c'est bon, laisse tomber. Donc, mais on en a parlé plus tard, mais voilà. Donc c'est Thomas Hardy, et là c'est Jude Law-Scurr. Alors moi j'ai la version, j'en ai une autre version, donc forcément. Mais j'avais racheté la version poche quand le film était sorti. Donc avec la sublime Kate Winslet et Christopher Eccleston. Sublime film, ça vous arrache les tripes. Hein. Alors, mais à un moment donné, l'interprétation de Kate Winslet, alors celle de Christopher Eccleston est très en dedans, mais très pareil, ça vous brise le cœur. Mais alors, elle a 2 scènes. Mais c'est même pas que ça vous arrache le cœur, c'est que ça vous prend aux tripes, ça vous arrache les tripes, ça les piétine, et ça vous les remet à l'intérieur. Super. Voilà, mais vraiment, le roman, moi j'avais trouvé ça magnifique, j'avais trouvé ça sublimement beau. C'est romanesque et puis c'est dramatique à souhait. Et puis Thomas Hardy. Voilà. Mais tout Thomas Hardy, hein, donc n'allez pas chercher que celui-là, tout Thomas Hardy. Vous pouvez y aller, mais alors, vas-y. Voilà. Et alors ça, c'est un livre que j'aurais pu placer avant dans mon cheminement de lectrice. Parce que là, j'avais quand même 18 ans quand même. Mais parce que la première fois que je l'ai lu, donc je devais être en 5e. D'ailleurs, c'est l'exemplaire. Oui, c'est un exemplaire de 5e. Et il y a une dédicace de mon papa là, qui parle de l'OM, comme quoi, vous voyez. 84, les fans de l'OM comprendront pourquoi 84 était important dans la vie de l'OM. Je me suis fait chier au stade. J'ai usé mes fonds de jean dans le vieux stade Vélodrome. On s'est pris des seaux d'eau, on s'est pris des défaites pendant des années, jusqu'à cette année 84. Ah mon dieu, il faut les aimer ceux-là. Alors bref, ouais, c'est comme quand vous aimez une équipe de foot, hein, comme Liverpool. Hein, pareil, hein, il y a des moments de Liverpool, des soirées de Liverpool où j'ai bouffé ma chemise. Bref, et on l'avait lu en 5e. En avant-première, entre guillemets, parce que la prof était très avant-gardiste, elle voulait nous le faire lire. On l'avait lu dans l'été qui était entre la 6e et la 5e, parce qu'il était au programme de fin 5e, début 4e. Et je dois avouer que j'étais devenue obsédée par ce livre, surtout qu'il y avait eu Blade Runner. Et j'avais vu le film, hein, ou un documentaire sur le truc... je sais plus, à l'école, elle nous avait passé un documentaire ou un film, je me souviens plus ce que c'était. Mais moi j'avais vu Blade Runner avant et j'avais été subjuguée. Et je pense que entre Wells, Orwell, tout ça, ça a vraiment fomenté mon amour sur la science-fiction. Voilà. Et j'étais vraiment déjà assez science-fiction, mais alors là je suis tombée dedans, plouf. Voilà. Et je l'ai relu, je le lis de temps en temps, parce qu'il est fort judicieux. Je l'ai relu, je devais avoir 20 ans, c'est pour ça que je l'ai placé là. Et je me suis repris une claque, mais alors une claque différente, c'est-à-dire peut-être que j'avais grandi. Le premier qui dit vieilli, je le tape. Non, j'avais grandi, j'avais vieilli, j'avais évolué dans ma petite tête. Et j'ai vu 1984 différemment, et ça a changé, pas ma vie, mais ça a changé ma vision. Et la vision que j'ai est toujours, entre guillemets, la même par rapport à tout ce qui est protection privée. Alors, vous le savez, hein, je fais une aparté, mais vous le savez, il y a des gens, il y a quelques personnes abonnées, des gens, que ce soit ici, que ce soit sur mon site, que ce soit sur Insta, avant, sur Facebook, etc. Mais il y a des gens qui me disaient « Mais pourquoi tu ne montres pas ton intérieur ? Pourquoi tu ne racontes pas ce que tu fais ? Pourquoi tu ne montres pas des vlogs de ta vie quand tu voyages, quand tu vas aller au bureau, quand... »
Et en fait, à chaque fois, je leur disais, lisez 1984. Et les gens, quelquefois, me disaient, quoi ? Mais pourquoi tu dis ça ? Mais non, mais on n'est pas sous ce régime-là, ou un truc comme ça. Et je leur dis, mais j'ai développé ce côté un peu... la vie privée, et voilà. J'admire les gens qui font ça. Moi, je regarde des blogs, alors très souvent des blogs beauté, je vous dis, ou des vlogs de lifestyle, etc., des personnes qui voyagent ou qui font une journée dans mon assiette, machin. Moi, j'adore ce genre de vidéos. C'est très voyeur, d'ailleurs. Mais, moi, non. Et en plus, j'ai été élevée un peu comme ça. Chez nous, on est un peu, voilà, tout reste... tout ne se montre pas. Et on reste le plus modeste possible. On n'étale rien. On n'étale pas sa richesse, on n'étale pas ses meubles, on n'étale pas sa bibliothèque, on n'étale pas les merdes là derrière, mais c'est les livres que j'ai lus dans l'année et mes chéris de l'année précédente, vous voyez, donc c'est pas non plus, j'étale pas. Voilà, chez moi c'est une déformation, c'est de famille, on n'étale pas, donc vie privée, on n'étale pas. Voilà. Et quand je diffuse quelque chose, je sais ce que je diffuse. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit « Oh, elle est trop belle la photo quand t'étais jeune et tout. » Oui, mais je peux la diffuser, j'étais jeune et belle à l'époque. Vous avez vu la différence ? Ouais. Avant, vous êtes comme ça quand vous avez 20 ans, vous voyez ? Vous êtes toute lisse et après, c'est comme ça. Donc, sachez, mesdames, que quand vous allez avoir 51 ans, vous aurez... Putain, je vous assure, ça fait mal quand on voit ce genre de photos. Bon, bref. Bon. Autre personne qui a compté, et alors lui, il a compté dans tout. C'est-à-dire, il a compté dans mon apprentissage philosophique, dans ma vie, dans les discussions que nous avons eues, si vous avez vu la genèse de ma monographie sur Saint-Martial, il a compté. Quand vous verrez, vous avez vu la genèse peut-être de Liverpool Connection, qui était la dernière vidéo, peut-être que vous l'avez entendu le citer. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté parce qu'il m'a ouvert l'esprit à des choses qui pour moi étaient assez occultes, c'est-à-dire la philo. Voilà, comme tout le monde, on s'est tapé Platon, Spinoza, Nietzsche, toute la clique. Je dois avouer que j'avais beaucoup de mal. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec la philosophie. C'est-à-dire que j'ai un esprit très cartésien et oui, ça peut être assez bizarre de dire ça. J'ai un esprit très artiste et il y a des choses quand j'étais plus jeune, et je pense qu'on fait de la philo trop jeune, ça nous passe un peu à côté. Alors il y avait des choses que j'adorais en philo, franchement. En plus, on avait un prof de philo qui était génial, donc on parlait de tout, qui était pourtant un curton, c'était un prêtre. En fait, c'était je sais plus ce qu'il était. Si, il était prêtre. Non, il n'était pas prêtre. Enfin bon, bref. Enfin, c'était un jésuite. Voilà, je ne sais plus quel était son titre. Et en fait, il était très ouvert, parce qu'on a parlé de tout, de sexe, de drogue, rock'n'roll. Enfin, on a parlé de tout avec lui pendant l'année et demie de philo. Mais pour en avoir parlé avec donc, cette personne qui a beaucoup compté dans ma vie, en fait, on loupe beaucoup de choses quand on est jeune. Et on devrait lire la philo quand on a plus d'expérience, et lui, il m'a ouvert à ça. Donc je lui montre un de ses ouvrages, c'est Monsieur Moritz de Contillac. Donc là, il a un bestiaire latéral avec Jean Ricardou. Bestiaire, ils ont vraiment fait les 9 imposés de bestiaire, mais ils l'ont fait à leur sauce, à leur propre animalerie et imagination. Et moi, j'ai adoré. Voilà. Il avait 99 ans quand il a écrit ça. Et c'est... Voilà. Non, mais je vous dis, voilà, ils ont inventé des trucs, mais moi j'ai adoré, quoi. J'ai lu ça avec un plaisir, machin. Et c'est une édition que j'adore, c'est l'atelier de l'agneau. Et il faisait des ateliers d'écriture à Cerisy, et il a traduit les plus grands philosophes allemands. Maurice, et c'est quelqu'un qui était sans prétention, d'une culture, d'une grosse culture. Moi j'ai lu, alors grâce à lui, j'ai lu un livre qui s'appelle Le mal et le salut chez Kierkegaard et Marx. Et c'est lui qui m'a ouvert à ça.
Et un jour, il m'a dit, il faut que tu lises celui-là. Oui, je sais, c'est un de mes livres, mais lis-le, je te l'envoie, machin. C'était une vieille édition de plomb, je sais pas, 48, 49, je sais pas quoi. Et il m'a dit, mais lis-le, on en discute, etc. Et moi, j'étais là, oh mon Dieu, mais je vais mourir. Et en fait, il y avait des choses que je comprenais pas, et quand je comprenais pas, il m'expliquait. C'est bien, hein, la philo, quand on a un prof de philo perso. Et le dernier, parce qu'il est arrivé pas forcément dernier dans ma vie de lectrice, mais c'est quand j'ai pu vraiment bien appréhender l'anglais particulièrement bien, et le vieil anglais, et l'américain, et les subtilités de la langue anglaise en poésie. Robert Lee Frost en vérité. Et notamment Boys Will, parce que c'est... alors, c'est tout en anglais, hein, je vous le dis tout de suite, voilà. Et j'ai marqué, parce que c'est mon poème qui a dicté toute ma vie. Voilà. Je vous fais grâce, hein, mais c'est le dernier. Les 3 derniers, je vais vous les montrer si vous arrivez à les lire. 3 dernières phrases de The Road Not Taken. Franchement, c'est quand j'ai lu ça, ça a été une révélation. Voilà. Je connaissais Frost, si vous me suivez. J'ai connu Frost grâce à le film de Coppola Outsider en 83, où il y avait Nothing Gold Can Stay, qui est une pure merveille, hein, comme poème. Et on m'a acheté ce livre-là qui date de 79, qui est en anglais. Et forcément, si vous maîtrisez pas la langue vraiment anglaise, enfin je veux dire la langue anglaise dans son ensemble, hein, américaine mais anglaise, c'est quelqu'un qui manie les mots magnifiquement bien, et si vous ne le maîtrisez pas, il va falloir un dictionnaire Oxford à côté, en plus avec la poésie. Mais j'ai mis du temps, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, mais j'ai réussi à les lire et j'ai été... voilà, comme Rimbaud, enfin comme tous les poètes que j'ai mis cet été dans la vidéo, donc je vous la remettrai si j'y pense, des 10 poètes qui ont compté dans ma vie, parce que ce soit des gens comme François Villon, mais des gens qui vous impriment quelque chose. Et Frost en fait partie, il faisait partie de la vidéo, parce que c'est quelqu'un qui m'a ouvert d'autres voies, et quand j'ai lu The Road Not Taken, j'ai su que c'était le poème qui allait régir ma vie, parce qu'en gros, à la fin, il vous dit, il y avait 2 routes qui se présentaient à moi, et moi j'ai pris celle qui était le moins empruntée, et cela a fait toute la différence. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Je ne suis pas la voie normale, et je n'ai jamais suivi la voie normale. D'ailleurs, j'ai peut-être loupé plein d'occasions à cause de ça, mais je n'ai jamais voulu me conformer à quelque chose. Et peut-être que j'aurais dû, peut-être que j'aurais eu une meilleure situation, peut-être que j'aurais fait d'autres choses, peut-être que, comme on me demandait de faire certaines grandes études de prépa, machin, j'aurais suivi cette voie royale peut-être, mais ça ne m'intéressait pas. Parce que, en gros, je voulais être libre de mes choix, de ma vie, de mon heure, de ce que je voulais faire. Et si j'avais fait ça, je n'aurais pas écrit mes bouquins parce que je n'aurais pas eu le temps. Je n'aurais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés dans divers mondes, quel que soit le monde que j'ai fréquenté, quels que soient les endroits. Je n'aurais pas rencontré tous ces gens. Et ça m'aurait privé d'énormément de choses. Alors peut-être que j'aurais eu autre chose, mais non. Rétrospectivement, je crois que j'ai été I'm lucky, pour rester en anglais. Voilà, donc ça c'est les 10 livres qui ont... Bah s'il fallait en laisser 10, et les 10 livres qui ont compté dans ma vie de lectrice, c'est eux. Ils sont beaux, hein. Ouais. Ne me demandez pas de choisir un des 10, hein, parce que ça c'est impossible. Alors je vous le dis tout de suite, là, si vraiment un jour vous me dites, il faut choisir un seul livre à sauver, je peux pas. Je prendrai celui de Louis Gendreau, parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur et qui sera le plus difficile à retrouver. Parce que les autres, plus ou moins, ils sont en poche, même dans les éditions. Bon, alors ça m'emmerderait fort de perdre des éditions originales qui sont vieilles, qui sont numérotées, etc., des fois qui sont dédicacées par les auteurs. Ça m'emmerderait beaucoup. Mais lui, il est carrément impossible à avoir. Donc voilà. Les autres, plus ou moins, vous allez les retrouver. Hein. Je pense que celui-là, il se retrouve facilement. Le bestiaire de Maurice, il doit se trouver, etc. Donc il y a plein de choses qui pourraient se... Même s'il est dédicacé. Ah ouais, non, ça m'emmerde aussi. Bon, bref. Mais voilà, vous perdez une dédicace, vous perdez le truc, mais vous ne perdez pas la mémoire du bouquin. Par contre, il y a des bouquins qui sont
plus difficile à récupérer, ça c'est embêtant. Voilà, alors je vous remercie Flo, merci beaucoup monsieur pour cette idée de vidéo que j'ai beaucoup aimée, qui vous permet aussi de voir d'autres livres et de voir un peu ce que j'ai lu. Alors dites-moi s'il y a des livres que vous avez lus, d'autres qui vous ont marqué. Faites-moi la liste des 10 là, que vous sauveriez et qui ont compté dans votre vie de lecteur et lectrice. Et si parmi les 10 que je vous ai présentés, il y en a certains que vous avez lus, que vous adorez, que vous n'aimez pas, que vous n'avez rien compris, voilà. Où vous vous dites, mais pourquoi tu as mis celui-là? Mais qu'est-ce qu'il est parti dans la tête à Lisa pour que tu mettes celui-là? Bah oui, je sais pas, je sais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À mon âge, on me demande plus comment je réfléchis. Voilà. Et le bruit de que vous avez entendu, c'est le Général Hux. Ah bah vous savez, le Général Hux se remet toujours. Tu viens, Loulou? Oui, il arrive. Bonjour, monsieur le général. Je vous le montre parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oh là-bas, vu la dernière fois. Alors là, le Général Hux. Monsieur le Général Hux. Tu dis bonjour ou tu dis au revoir? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en fous? Qu'est-ce que tu regardes? La souris ma boule. Elle pue toujours autant la soupline et ça le plaît pas. Bon allez, je vous laisse avec le général. Hein, parce qu'il va descendre. Tu veux descendre un petit? Ouais, parce que tu es lourd, chouchou. Allez, soyez sages, faites attention à vous. On se voit bientôt pour le update lecture d'octobre. Où il y aura donc forcément le Daniel Arsan, les Promises de Granger. J'ai fini 2 Space War qui sont d'ailleurs, vous pouvez les voir, ils sont sous la citrouille là. Voilà, Space War, et je pense qu'il y aura encore une BD, voilà, qui sera finie, et peut-être les 2 Antoine Choplin, sûrement d'ailleurs, voilà. Donc ça vous fera quand même un bon petit update, surtout que j'ai des choses à dire sur les Promises. Et voilà, donc, écoutez, on se donne rendez-vous pour le update. Tenez-vous bien. Et merci à ceux qui étaient là pour le live de mardi, c'était sympa. Prochain live, je leur annonce, ça sera le 15 novembre. Le lundi 15, parce que les 2 premiers mardis du mois de novembre, j'ai déjà des obligations. Et comme les autres jours de la semaine, j'ai aussi des trucs à faire, c'est embêtant. Voilà. Il faut que je bosse quand même sur un truc très important, donc il faut pas que je me loupe. Donc voilà. Donc les 15 premiers jours de novembre, j'ai des choses à faire. Et je prépare la sortie du prochain roman, donc il ne faut pas que je me louve non plus là-dessus. Enfin, il ne faut pas déconner non plus. Voilà. Donc on se voit le lundi 15, notez-le, 20h30, et j'aurai plein de choses à vous raconter. La fille qui tease un truc qui se passe dans un mois, elle est complètement barjote. Oh, ça s'améliore pas.